la Technopole de Castres-Mazamet nous a contactés pour vous présenter les modalités gouvernementales qui ont été mises en place pour vous aider, vous, en tant qu'auto-entrepreneur, à faire face à cette crise du coronavirus. Donc, on va, pendant 1 heure, je vais vous présenter les différents dispositifs. On l'a détaillé en 2 parties. Donc, vous aurez le premier volet consacré à la comptabilité et à la finance. Et dans le deuxième volet, on abordera plutôt la partie sociale RH. Donc, surtout, à la fin de chaque chapitre ou de chaque slide, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour y répondre du mieux possible. Au niveau des 2 volets que nous allons aborder, donc le volet comptabilité et finance, nous allons parler des points suivants. Donc, il va y avoir le fonds de solidarité, dont on a entendu parler ces derniers jours pas mal de fois, la banque et la finance, les délais de paiement des échéances fiscales, les prêts de trésorerie qui sont garantis par l'État et également le report de loyer et de facture. Concernant le volet social, on abordera 4 points essentiellement, à savoir l'activité partielle, l'arrêt de travail et l'arrêt maladie, les délais de paiement des échéances sociales et les jours de repos qui peuvent être imposés aux salariés. Pour commencer, donc, par la comptabilité et la finance, afin de faire face à la crise. Donc, voyons ensemble maintenant les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Le premier, il s'agit du fonds de solidarité. Alors, ce fonds de solidarité a été mis en place par l'État et les régions pour aider les petites entreprises qui sont le plus touchées par la crise. Donc, ce fonds de solidarité, il est financé essentiellement par l'État, par les régions, mais également par les collectivités d'outre-mer. Donc, il y a différentes contributions, notamment les collectivités, mais il faut savoir que les compagnies d'assurance également ont annoncé apporter un fonds de 200 millions d'euros pour ce fonds de solidarité pour aider les entreprises. Donc, cette aide va atteindre maximum 1 500 euros. Depuis hier, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons eu encore hier soir de nouvelles informations concernant l'attribution de cette aide-là. Donc, je vais vous reprendre les points au fur et à mesure pour savoir quels sont les critères pour bénéficier de cette aide-là. Pour en bénéficier, donc, l'entreprise doit avoir débuté son activité avant le 1er février 2020. Il ne faut pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement à partir du 1er mars 2020, c'est-à-dire pas de dépôt de bilan. De plus, l'entreprise doit avoir un effectif inférieur à 10 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités classiques du Code de la sécurité sociale, rien de particulier. Au niveau du chiffre d'affaires, là également, il y a des conditions qui devront être respectées. Alors, au niveau des conditions, on les retrouve ici. Au niveau du chiffre d'affaires, les entreprises doivent avoir des recettes inférieures à 1 million d'euros. Alors, pour les entreprises qui n'ont pas encore clos leur exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de la création de l'activité et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros par mois. Le bénéfice imposable, comme il était annoncé par le gouvernement, ne doit pas dépasser 60 000 euros. Petite précision qui a quand même son importance et qui a été donnée hier par le gouvernement. Il s'agit de 60 000 euros de résultats fiscaux auxquels on leur rajoute la rémunération des dirigeants. Donc, résultat fiscal plus rémunération des dirigeants ne doivent pas dépasser 60 000 euros. Autre élément, les personnes physiques ou les personnes morales, c'est-à-dire les dirigeants, ne doivent pas être titulaires au 1er février 2020 d'un contrat de travail à temps complet ou percevoir une pension de vieillesse, ni avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise ayant bénéficié d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans, qui auraient perçu des indemnités journalières supérieures à 800 euros, seraient exclus de ce dispositif de 1 500 euros.
Ça, ce sont des dispositions que l'on a eues le 31, c'est-à-dire hier. Les sociétés concernées sont tout type de sociétés, sauf celles qui détiennent d'autres sociétés à plus de 40%. Enfin, pardon, je me reprends. Les sociétés plutôt qui sont détenues par d'autres sociétés, donc des sociétés filles détenues par des sociétés mères, ces sociétés filles-là ne peuvent pas demander l'aide si elles sont détenues à plus de 40%. Ce sera la holding en haut qui devra faire la demande pour tout le groupe. Mais il n'y aura qu'une seule aide. Et autre particularité, pour ces sociétés mères, les chiffres que l'on vient de voir, les seuils à respecter, 1 million de chiffres, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bénéfices imposables de 60 000 euros à ne pas dépasser, également les effectifs être moins de 10 salariés. Là, quand on sera la société mère, il faudra regarder ces critères-là, mais par rapport au groupe entier, la holding. Donc, il faut bien vérifier que votre entreprise respecte tous ces critères-là pour faire la demande. Autre point, les sociétés qui pourront demander ce type d'aide sont soit les sociétés qui ont dû arrêter leur activité du fait d'une décision administrative, donc les personnes qui étaient ouvertes au public et qui ont dû fermer, mais aussi les sociétés, alors pareil à hier, il s'agissait des sociétés qui avaient perdu au niveau de leur chiffre d'affaires plus de 70%. Si aujourd'hui vous vous rendez sur la plateforme du gouvernement pour faire la demande, c'est toujours 70% de perte du chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'à partir de vendredi, ce sera 50% de perte du chiffre d'affaires et non plus 70%. Alors, on conseille du coup aux sociétés et qui sont dans cette fourchette entre 50 et 70% de perte de chiffre d'affaires d'attendre vendredi pour faire la demande. Parce qu'on ne sait pas si vous aurez la possibilité de la faire 2 fois. Donc, une fois que vous avez regardé tous ces critères-là, si vous remplissez tout cela, comment faire pour demander cette aide et en bénéficier? Il vous suffit de vous connecter sur votre espace personnel, pas professionnel, mais bien sur votre espace personnel dédié impôts.gouv. Je pourrais vous envoyer une démarche, un guide pratique pour pouvoir accéder directement au formulaire. Cette plateforme, elle est active depuis hier, ça fonctionne, on a déjà fait des demandes pour des clients. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site impôts.gouv, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez également les échanges qui sont inscrits. Du coup, vous pourrez voir en temps réel quand est-ce que la demande et votre formulaire est traité par les impôts et également voir le cheminement au niveau du règlement et du paiement des 1 500 euros. Sachant que les 1 500 euros sont versés non pas aux dirigeants, mais bien à l'entreprise. Vous devrez renseigner le RIB de l'entreprise et non pas votre RIB personnel. Donc ça, c'est la première aide. Il y a 2 autres volets qui ont été mis en place, notamment par les régions. Deuxième volet, il s'agit d'une aide complémentaire de 2 000 euros. Alors, cette aide complémentaire, elle aussi, elle est soumise à certains critères. Les premiers critères, c'est de pouvoir bénéficier du fonds social qu'on vient de voir, donc des 1 500 euros. Mais il y a des critères complémentaires, c'est-à-dire il faut obligatoirement avoir entre 1 et 10 salariés pour pouvoir en bénéficier. Il faut aussi justifier que la société se trouve dans l'impossibilité de régler ses créances exigibles à 30 jours. Mais aussi, la société doit pouvoir justifier qu'elle s'est dû refuser un prêt de trésorerie par sa banque. Donc, une fois que la société a rempli tous ces critères-là, elle pourra faire la demande auprès de la région et uniquement à partir du 15 avril. Et cette aide-là sera d'un montant de 2 000 euros. Il faut savoir que la région de l'Occitanie a mis en place une aide complémentaire exceptionnelle hors décret. Les 2 volets que l'on vient de voir, les 1 500 euros et les 2 000 euros, proviennent du décret du 25 mars 2020. La région de l'Occitanie a décidé d'aller plus loin et de mettre en place une aide supplémentaire hors décret. Cette aide-là, pour en bénéficier, elle est un peu moins restrictive que celle des 2 000 euros,
car elle concernera également les personnes qui rentrent dans le cadre du fonds social, mais concernera les sociétés qui ont perdu au niveau du chiffre d'affaires, qui ont eu une perte entre 40 et 70%. On n'est plus à 70% ou 50%, mais entre 40 et 70%. À aujourd'hui, le pourcentage n'est pas encore acté ni définitif par les CCI ni par la région. Cela ne devrait pas tarder. Pour, pareil, bénéficier de cette aide-là, il faudra vous rendre sur le site de la région, remplir les formulaires et ensuite, ça sera une étude au cas par cas. Chaque entreprise sera contactée certainement par la région et saura si elle peut bénéficier ou pas de cette aide. Elle sera de 1 000 € pour les indépendants qui n'ont pas de salariés et elle sera de 1 500 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés. Voilà concernant les différentes aides. Anaëlle, je pense qu'on peut On a un petit point, Oui. parce que là c'était très dense déjà. Alors il n'y a pas forcément eu de questions remontées par le chat, mais je voulais être sûr que dans le public il n'y ait pas des questions particulières qu'on pourrait traiter maintenant. Ça sera plus compliqué d'y revenir par la suite. Ça sera toujours possible, mais plus compliqué. Je vois. N'hésitez pas. Ouais, personne ne se manifeste. Bon, ben dans ce cas-là, Si ça vient après. Ouais, on peut poursuivre alors. Je vous laisse la parole. Allez, parfait. Autre volet qui touche la finance, ce sont les dispositifs qui ont été mis en place par les banques. Alors, il faut savoir que les banques sont au cœur du dispositif de soutien à l'économie face à cette crise sanitaire du coronavirus. Il y a donc différentes dispositions et mesures qui ont été prises par les banques pour soutenir les sociétés, et notamment la trésorerie des sociétés. Alors, elles sont reprises dans le slide. Il faut savoir que vendredi, il y a un webinaire qui est organisé également par la Technopole avec l'intervention de la BPI et de la BPO. Donc, si vous voulez des informations plus détaillées à ce niveau-là, je vous invite vraiment à suivre ce webinaire. Là, je vais vous présenter brièvement tous les dispositifs qui sont mis en place. On retrouve dans un premier temps le report des créances bancaires, c'est-à-dire le report des remboursements de crédits professionnels jusqu'à 6 mois. Donc, il est possible de bénéficier de ce report sans aucune pénalité ni coût additionnel lié à votre report d'échéance. Il faut savoir que certaines banques l'ont déjà appliqué de façon automatique. Si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller pour qu'il le mette en place. Autre disposition, les banques ont également mis en place une procédure accélérée en 5 jours d'instruction de crédit pour les entreprises dont la situation de trésorerie est vraiment tendue. Les banques vont servir également de relais des mesures gouvernementales auprès de leurs clients. Comment? Notamment en permettant le report des échéances sociales et fiscales, avec le mécanisme de garantie publique avec la BPI, en mettant en place des services de médiation également avec les banques, les sociétés. Donc, il y a quand même de nombreuses dispositions qui ont été mises en place. Et une autre très importante, il s'agit, donc là, c'est le rééchelonnement également des crédits. Pourquoi? Parce que certaines entreprises, le seul report des échéances de crédit sur 6 mois ne va pas suffire. Donc, il sera possible de demander à votre banque un rééchelonnement de vos crédits. Donc, l'État soutient cela en mettant en place donc une médiation de crédit. Donc, s'il est compliqué avec votre banquier de mettre en place cela, il faut savoir qu'il y a ce service de médiation qui existe pour appuyer votre dossier et pour faire en sorte que ça puisse se passer au niveau de votre banque. Autre dispositif assez important qui a été également mis en place pour les entreprises et pour aider les trésoreries, il s'agit du prêt garanti de l'État. Vous avez dû en entendre parler certainement. L'État a mobilisé plus de 300 milliards d'euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaire dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l'épidémie. Donc, ce prêt de trésorerie comportera un différé d'amortissement et pourra aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire à peu près 25% annuel, 4 mois, 25% annuel. Pour les sociétés qui sont récemment constituées et du coup qui n'ont pas de recul sur le chiffre d'affaires annuel passé, il est possible de demander jusqu'à 2 ans de masse salariale.
Donc, il faudra fournir, bien entendu, un dossier. Il faut remplir pas mal d'éléments. Donc, il y a des plans de trésorerie à 1 an à fournir, ce qui peut être quand même assez compliqué à établir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable pour cela. Mais dans un premier temps, au niveau des démarches, il vous faut vous rapprocher de votre partenaire bancaire pour faire cette demande de prêt. Après la situation et l'examen de votre entreprise pour savoir si elle répond aux critères d'éligibilité, notamment, la banque va vous donner un préaccord de prêt. Ensuite, il faudra se connecter sur la plateforme de la BPI France pour obtenir un identifiant. Une fois que cela sera bon et sera acté, que vous aurez ces identifiants-là, du coup, ensuite, la banque pourra faire la demande et vous accorder le prêt. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même certaines entreprises qui n'auront pas droit à ce type de prêt, notamment les sociétés, les SCI, donc les sociétés civiles immobilières. On retrouve aussi les établissements de crédit ou de sociétés de financement, les entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure collective, c'est-à-dire les sociétés qui se trouvent en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, mais aussi les entreprises dites en difficulté. C'est surtout celles qui ont des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, donc au 31 décembre 2019. Donc c'est vrai que ces sociétés-là ne pourront pas avoir droit à ce type de prêt de trésorerie. Donc après, il faudra qu'elles se rapprochent de leur banque pour voir si la banque en interne peut faire quelque chose, peut leur accorder un prêt. Les conditions de ce prêt garanti par l'État permet d'avoir des taux d'intérêt vraiment très bas. Il est question de taux d'intérêt entre 0,25 et 0,5%. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais annexes et surtout ces prêts-là sont garantis à 90% par la BPI. Donc la plupart du temps, les entreprises, si elles remplissent tous les critères qu'on a énumérés, il n'y a pas de souci, elles pourront bénéficier de ce type de financement. Toujours dans la partie compta et finance, abordons maintenant les... Anaëlle, si je peux me permettre de t'interrompre ou de vous interrompre, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit. Il y a peut-être un petit complément. Il y a des prêts supplémentaires, un prêt à tout et un prêt rebond qui ont été également proposés, qui sont pilotés par la BPI et qui viendront en fait en complément d'un prêt bancaire, toujours à hauteur de 1 pour 1. Ça, c'est des mécanismes qui seront présentés, comme tu l'as dit, dans le webinaire de vendredi. Et qui sont aussi adossés au niveau des fonds propres de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs conditions qui permettent d'y être éligible ou de ne pas y être éligible. Il faut le regarder en détail. Et pour les jeunes entreprises qui innovent et qui n'ont pas forcément 1 an d'existence, ni de masse salariale, ni de chiffre d'affaires, comme ce sont les critères du prêt garanti d'État, il y a un prêt qui est en cours de réalisation qui s'appelle le prêt soutien innovation, qui va être aussi présenté et proposé par la BPI et qui viendra, on va dire, combler les derniers petits trous dans la raquette qu'il pouvait y avoir pour que, au global, assez peu d'entreprises ou très peu, ou voire pas du tout d'entreprises soient laissées sur le côté de la route. Donc ça, c'est des éléments qui sont présentés vendredi en complément d'autres éléments qui touchent au financement à court terme et à moyen terme des entreprises. On a en parallèle quelques petites questions qui nous sont remontées. Je pense que les premières qui nous ont été remontées faisaient plutôt allusion à la partie précédente qui concernait les aides complémentaires. Il y a les 1 500 € et à ces 1 500 €, il y avait une question, c'est est-ce que l'aide de la région a les mêmes critères d'obtention que l'aide nationale? Alors non, justement, comme je pourrais vous envoyer, de toute façon vous aurez le support de toute façon, donc ça sera bien détaillé. L'aide de l'État, donc comme on l'a dit, c'est soit fermeture administrative, soit perte de 50% à partir de vendredi du chiffre d'affaires, mais également avoir moins d'1 million de chiffre d'affaires annuel et également avoir un résultat fiscal plus rémunération du dirigeant inférieure à 60 000 €. Si vous remplissez ces critères-là, vous avez l'aide de 1 500 €. Pour l'aide de la région de 2 000 €,
Pour là, il faut avoir au minimum 1 à 10 salariés maximum. Au niveau des salariés, on reste toujours sous le plafond de 10. Par contre, il faut pouvoir justifier que vous n'êtes pas en mesure d'assurer de payer vos créances à 30 jours, mais également que vous êtes vu refuser un prêt de trésorerie par votre banque. D'accord? Donc, cette aide de 2 000 € là, si vous remplissez ces critères-là, vous y aurez droit à partir du 15 avril. La troisième aide qui a été mise en place par la région Occitanie, les critères, ce sont les mêmes que pour l'aide de 1 500 €. Mais si vous avez une perte de chiffre d'affaires qui fait 40%, a priori, vous y aurez droit. On ne serait plus sur les 50, mais sur les 40%. Après, si vous avez si vous n'avez aucun salarié, ce sera une aide de 1 000 €. Et si vous avez jusqu'à 10 salariés, l'aide sera de 1 500 €. Donc, les critères pour cette région, pour cette aide de la région Occitanie sont équivalents à ceux de l'aide sociale parce qu'il faut avoir droit à cette aide sociale-là à ce fonds social pour bénéficier après des autres aides, dans tous les cas. D'accord. Ok. On avait une deuxième question, toujours dans cette lignée-là. Alors, c'est monsieur ou madame Chanrion, je ne sais pas qui l'a posé. Apparemment, l'aide nationale a été refusée à cause du seuil des 60 000 €, car bénéfice et rémunération supérieures. Est-ce que ça sera un problème vis-à-vis de la région? Je pense, parce que normalement, comme ils l'ont bien dit, le premier critère pour pouvoir bénéficier de cette aide de la région, ça sera essentiellement pour des entreprises qui sont vraiment en difficulté, des toutes petites entreprises. Du coup, le premier critère, c'est d'abord de bénéficier de cette aide de ce fonds social. Donc, si déjà vous n'avez pas droit à ces 1 500 € là, vous pouvez quand même faire la demande, on ne sait jamais, parce qu'après, il s'agira de négociations, peut-être que vous pourrez défendre votre dossier. Mais normalement, vous risquez de ne pas avoir droit également aux aides de la région. D'accord, c'est clair. On a une dernière question sur le point qui vient d'être évoqué. Je suis en EIRL, agent commercial, donc depuis le confinement, impossibilité de travailler, étant atteint d'un diabète de type 2. On m'a conseillé de me mettre en arrêt de travail pour personnes fragiles, donc arrêt obligatoire de 21 jours jusqu'au 2 avril. Par contre, à ce jour, on me dit que l'arrêt de travail a plus de 14 jours. L'aide des 1 500 € n'est pas cumulable. Merci de votre réponse. Alors, elle est dans le chat. Elle est un peu longue la question. Si tu veux la reprendre. Je viens de la... Alors, ce qui a été mentionné dans le décret qui est paru le 30, qui a été publié le 31, il est dit que pour les dirigeants d'entreprise qui ont perçu des indemnités journalières supérieures à 800 €, ces personnes-là sont exclues du dispositif. Donc, si vos indemnités journalières sont inférieures à ces 800 €, faites la demande. Si c'est au-delà, malheureusement, vous n'aurez pas droit à cette aide de 1 500 €. Ok, le message est passé. On va pouvoir poursuivre. On n'a pas d'autres questions de mentionner, donc je te redonne la parole. Parfait. Donc maintenant, nous allons aborder un autre point qui touche pareil la comptabilité, la finance. Il s'agit des délais de paiement, notamment au niveau des échéances fiscales. Donc pareil, toujours dans le but d'aider les entreprises en difficulté de paiement. Donc vous avez la possibilité de demander un report de vos échéances fiscales. Quelles sont-elles? Il s'agit de la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, la CVAE, l'impôt société et la taxe foncière, notamment. Donc, il faut savoir que de nombreuses entreprises payent ce type de taxes et d'impôts mensuellement. Donc, si vous avez déjà réglé votre échéance du mois de mars, n'hésitez pas à aller sur votre espace impôt.gouv professionnel pour en demander le remboursement ou de vous rapprocher de votre SIE directement. Également, vous pouvez donc bloquer les futurs prélèvements, notamment en vous rapprochant de votre banquier pour faire opposition au prélèvement le temps de cette crise sanitaire. Par contre, attention, la TVA ne peut être reportée. Alors, on a eu pas mal de questions à ce sujet. L'État est clair à ce niveau-là. La TVA doit être déclarée et payée. Néanmoins, il existe, même avant cette crise sanitaire, il existait des dispositifs de report et d'étalement surtout
de cette TVA-là si vraiment les sociétés étaient en difficulté de paiement et ne pouvaient pas payer cette TVA due. Dans ces cas-là, ça va être vraiment des négociations au cas par cas avec le SIE. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de régler votre TVA, il vous faudra quand même la déclarer. Vraiment, on vous conseille de déclarer votre TVA. Et à la rigueur, si vous ne pouvez pas la payer au mois d'avril, faites un courrier ou contactez le SIE pour demander un report ou un étalement de cette créance auprès de l'État. Si maintenant vous êtes indépendant, vous avez la possibilité aussi de moduler ou de reporter votre PAS, votre prélèvement à la source. Pour cela, vous devez vous rendre sur votre espace personnel, donc sur le site impôts.gouv, et dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Là, vous pouvez soit reporter à tout moment le taux ou les acomptes du prélèvement à la source, peut-être parce que du coup, vous anticipez une baisse de revenus en 2020 par rapport à vos revenus de 2018 ou de 2019, ou bien demander carrément un report du paiement de vos acomptes. Alors, vous pouvez demander un report de 3 mois si vous payez des acomptes mensuels, ou bien de 1 trimestre si vous le payez tous les 3 mois. Pas de questions à ce... Moi, j'en ai une petite. Je me posais la question par rapport à tout ce qui est anticipation du versement de tout ce qui est crédit d'impôt, type crédit d'impôt recherche, innovation et autres. Est-ce qu'il est possible d'accélérer le remboursement? Oui, alors il est tout à fait possible de déposer les crédits d'impôt que vous avez en cours, où vous êtes certain, notamment pareil au niveau des crédits de TVA. Les demandes de remboursement sont censées être accélérées. Du coup, vous devriez recevoir rapidement les crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt TVA, etc. Vous pouvez en faire la demande rapidement. Ok. Maintenant, un autre point, vous avez également la possibilité de reporter le paiement des loyers et également de certaines factures. Donc, les factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les petites entreprises en difficulté, vous pouvez demander le report. Pour ça, c'est vraiment des négociations pareilles avec vos prestataires. Donc, il vous faut les contacter un par un, que ce soit par mail ou par téléphone, et demander un report à l'amiable à vos fournisseurs. La plupart l'accordent et surtout sans pénalité. Également pour les loyers des locaux commerciaux, alors, vous avez la possibilité de négocier à l'amiable, pareil avec le propriétaire des locaux, le fait de reporter le paiement des loyers. Il faut savoir que pour les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité, le fonds de solidarité que nous avons vu tout à l'heure de 1 500 €, c'est toutes les entreprises qui sont éligibles. Du coup, les propriétaires ou les entreprises fournisseurs d'eau, d'électricité ne peuvent pas appliquer de pénalités ou d'intérêts de retard aux entreprises qui, du coup, auront payé avec du retard ces loyers ou ces factures d'électricité ou d'eau. Pour ça, vraiment, il faut pouvoir être éligible à ce fonds de solidarité. Par contre, comme on le précise, il s'agit de négociation. Il n'y a pas d'obligation. Les propriétaires n'ont pas l'obligation de vous décaler les loyers. Donc voilà, c'est vraiment de la négociation propre avec vos fournisseurs et vos prestataires. Pas de questions sur ce volet compta finance? Je poursuis du coup. Oui. Alors, nous allons voir maintenant le volet social et RH. Donc, nous allons aborder plusieurs points, notamment les dispositifs qui ont été mis en place autant pour les indépendants que pour les salariés. Il s'agit notamment de l'arrêt maladie, qui concerne donc les indépendants et les salariés. Nous avons l'arrêt pour garde d'enfants de moins de 16 ans, également qui concerne autant les indépendants que les salariés. Et l'activité partielle, qui, elle, qui va concerner uniquement vos salariés et pas le chef d'entreprise. Donc, nous avons préparé
un arbre de décision, les modalités pour mes salariés. Alors, cet arbre de décision vous permet de voir à quoi est-ce que vos salariés auront le droit, suivant si oui ou non ils peuvent faire du télétravail, si vos salariés, admettons, ne peuvent pas faire de télétravail, si ils ne peuvent pas du tout se rendre en entreprise parce qu'ils sont malades, parce qu'ils doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans, ou lorsqu'ils sont considérés comme des personnes à risque. Ces personnes-là donc ont droit à un arrêt maladie et du coup seront indemnisées via les indemnités journalières par la CPAM. Maintenant, si vos salariés ne peuvent pas faire de télétravail parce que vous êtes dans l'incapacité, vous, en tant qu'employeur, de respecter les règles sanitaires, là, il s'agit de l'activité partielle qui va s'appliquer. Donc, on va le voir un peu plus en détail. Donc, je vous invite à reprendre cet arbre de décision qui reprend clairement, suivant dans quelle catégorie se trouvent vos salariés et la situation de votre entreprise, pour savoir ce à quoi vous avez droit et quel dispositif vous pouvez appliquer. Donc, concernant l'activité partielle pour vos salariés, elle a pour finalité d'atténuer en fait les conséquences d'une baisse soudaine d'activité. Et il faut savoir que du coup, l'épidémie du coronavirus peut constituer une circonstance exceptionnelle qui justifie la mise en place de l'activité partielle. Pour cela, vous pouvez en bénéficier uniquement si vos salariés n'ont pas la possibilité d'avoir recours au télétravail, ou bien si vous êtes dans l'incapacité de respecter les règles sanitaires strictes qui ont été imposées par le gouvernement pour faire face à cette épidémie. On les rappelle brièvement. Il y a le 1 mètre de distance de sécurité, on retrouve les gants, les masques. Si votre activité également subit une forte baisse au niveau de votre activité, de votre chiffre d'affaires, parce que peut-être vous n'êtes pas livré ou vos fournisseurs ont fermé, là également, vous avez la possibilité de bénéficier de cette activité partielle. Pour cela, on vous a fait également un arbre de décision qui vous permet de définir si oui ou non vous avez des chances de bénéficier de ce dispositif-là. Donc, vous avez subi une fermeture administrative, oui, bien entendu, vous aurez droit à l'activité partielle. Vous êtes une activité qui est jugée essentielle à l'activité, à la vie de la nation. Là, pour le coup, vous n'aurez pas droit à d'activité partielle. Maintenant, si votre secteur d'activité permet le télétravail, là, si votre niveau d'activité est stable, vos salariés continuent à travailler en télétravail et du coup touchent une rémunération classique. Maintenant, si votre secteur d'activité permet le télétravail, mais que votre activité n'est pas stable et subit une forte baisse, de ce fait-là, du fait de la baisse d'activité, vous avez la possibilité de demander de l'activité partielle. Autre possibilité, votre secteur d'activité ne vous permet pas le télétravail. Dans ces cas-là, est-ce que vos salariés peuvent venir en entreprise tout en en respectant les consignes de sécurité liées à l'épidémie? Si c'est le cas, vous pouvez continuer à travailler, ils sont payés de façon normale et rémunérés classique, sauf si, toujours pareil, votre activité subit une forte baisse, auquel cas, vous pourrez également demander de l'activité partielle. Donc, vous l'aurez compris, vraiment, ce qu'il vous faut regarder, c'est est-ce que votre activité permet le télétravail ou pas? Et du coup, est-ce que votre activité a subi une forte baisse ou pas? Et auquel cas, vous pourrez bénéficier de l'activité partielle. Comment maintenant, quelles sont les démarches pour en bénéficier? Il vous faut vous rendre sur le site dédié activitépartielle.emploi.gouv.fr. Il vous faudra également justifier, bien entendu, de l'impact de l'épidémie sur chacune des heures chômées. C'est pourquoi on conseille à nos clients de vraiment tenir un planning précis par salarié. Parce qu'ensuite, il va falloir déclarer les heures chômées de chaque salarié. Donc, il est important que vous teniez, vous, un planning détaillé à ce niveau-là. Comment sont rémunérés, quelles sont les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle? Donc, il faut savoir quelles sont toutes les heures qui ont été effectuées avant le début de l'activité partielle,
seront rémunérées normalement. Ensuite, les heures chômées seront indemnisées à hauteur de 100% du salaire net pour les personnes qui sont au SMIC ou bien les apprentis, les contrats pro. Et elles seront indemnisées à 70% du brut, soit environ 84% du salaire net pour tous les autres salariés. Les délais pour faire les demandes auprès de l'ACT direct sont passés à 30 jours. Donc, vous avez 30 jours pour déclarer cette activité partielle. Et le délai d'acceptation de la directe a été vraiment rétréci parce qu'il était de 15 jours et il est passé à 2 jours. Il faut savoir que si la directe, au bout de 2 jours, ne se prononce pas, cela vaut acceptation de l'administration. Donc, vous pouvez également renouveler l'activité partielle dans la limite de 12 mois, sachant qu'auparavant, c'était 6 mois. Donc, du fait de l'épidémie, l'activité partielle a été assouplie. Donc, pour en faire la demande, comme on vous l'a dit, pensez à justifier l'impact de l'épidémie et surtout de justifier les heures chômées par salarié. On a eu une petite précision qui est tombée hier par le ministère du Travail et de l'Emploi, qui précise que, bien entendu, il vaut mieux le préciser, la mise en chômage partiel, donc l'activité partielle des salariés, n'est pas compatible avec le télétravail. Donc, lorsque l'employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s'apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal. Donc, attention à ce niveau-là, parce que les sanctions encourues aux entreprises sont quand même conséquentes. Il y a bien entendu le remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel, l'interdiction de bénéficier pendant 5 ans d'aide publique et également un emprisonnement de 2 ans et 30 000 € d'amende. Donc, soyez quand même vigilants à ce niveau-là. Peut-être y a-t-il des questions? Alors, moi j'en avais une pour en ce qui concerne les différents types de statuts. On peut être au forfait heure, forfait jour, on peut être cadre dirigeant sans vraiment de notion ni d'heure ni de jour. Comment ça se passe? Les modalités de calcul seront les mêmes que pour le calcul des congés payés. Donc, du coup, on va reprendre les mêmes bases, ça ne change pas, ça sera le même mode de calcul. Ok. J'avais une dernière question, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le chat, je ne pense pas qu'il y en ait. Moi j'avais une question par rapport aux employeurs qui souhaiteraient verser un complément, le complément du delta lié au chômage partiel. Comment ça se passe et est-ce que il y a des charges à payer sur ce delta? Alors du coup, il est possible de mettre en place un accord d'entreprise pour maintenir le complément de salaire pour ne pas que les salariés subissent de pertes de salaire. Au niveau des charges sociales, normalement, il y aura cotisation sociale sur le complément. Ok. Alors, on a une question pour la garde d'enfants de 14 jours. Est-ce renouvelable? Alors, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. On a eu des informations. Donc, l'arrêt peut être délivré, on l'a dit, de 1 jour à 14 jours. Au-delà de cette durée, il faut faire une déclaration pour renouveler. On peut le renouveler autant que possible jusqu'au 3 avril. Parce qu'il faut savoir qu'après, il va y avoir les vacances scolaires. Et à ce niveau-là, l'État a spécifié que les enfants en vacances scolaires ne sont plus sous la responsabilité de l'État. Donc, il appartiendrait aux salariés, pour ceux qui ne disposent pas de système de garde, de prendre des congés pendant cette période de vacances scolaires. Donc, normalement, les arrêts de travail ne pourront pas avoir lieu pendant la durée des vacances scolaires. C'est les dernières nouvelles qu'on avait, dernières informations. Très bien. C'est clair. On peut poursuivre. Je ne vois pas d'autres questions. Parfait.
Donc, au niveau maintenant de l'arrêt de travail et de l'arrêt maladie, donc là, ce sont autant les salariés que les indépendants qui peuvent en bénéficier. Donc, on précise, il faut soit être malade, soit devoir garder bien des enfants de moins de 16 ans, ou être dans l'incapacité de faire du télétravail. Un seul des parents peut en bénéficier. Donc, pour ce cas-là, il faut que l'employeur fasse la déclaration pour le salarié. Si maintenant vous êtes indépendant et que c'est pour vous-même que vous avez besoin de la déclaration d'arrêt de travail, c'est à vous d'établir votre propre déclaration. Maintenant, si vous êtes considéré comme une personne à risque élevé, il y a une liste précise qui a été donnée par le gouvernement et par le Haut Conseil de la Santé. Si vous êtes employeur, c'est à votre salarié d'effectuer sa propre déclaration. Et si maintenant c'est pour vous en tant qu'indépendant, c'est à vous-même d'établir votre déclaration. Alors pour cela, on a mis les liens ici. Il suffit de vous rendre sur le site déclare.amélie.fr et du coup de déclarer vos arrêts de travail et ensuite de les envoyer notamment à votre caisse de complémentaires si vous êtes indépendant. Et pour vos salariés, souvent ce sont les cabinets d'expertise comptable qui effectuent l'attestation de salaire pour vos salariés. Et après, c'est à l'employeur de transmettre l'arrêt aux organismes de prévoyance pour avoir un maintien. Voilà pour ce qui est des arrêts de travail et activités partielles. Autres dispositifs qui ont été mis en place pour aider les entreprises durant cette période, il s'agit des délais de paiement concernant l'URSSAF notamment et les cotisations sociales. Donc, deux types de cotisations. On retrouve les cotisations sociales des salariés. Pour cela, vous pouvez demander un report du paiement des cotisations sociales de vos salariés jusqu'à 3 mois, sans qu'aucune pénalité ou majoration ou quoi que ce soit ne vous soit appliquée. Il est également possible de juste moduler le paiement en fonction de votre trésorerie. Vous n'êtes pas obligé de le reporter en totalité. On vous préconise notamment, par contre, de bloquer vos prélèvements bancaires en vous rapprochant de votre conseiller. Si vous le faites, bien entendu, pensez à contacter votre expert comptable pour lui dire que vous avez quand même bloqué les prélèvements. Donc, on déclare quand même les cotisations sociales via la DSN, mais du coup, on reporte le paiement. Il est également possible pour les employeurs de reporter le versement des primes d'intéressement et de participation jusqu'au 31 décembre 2020 exceptionnellement sans pénalité. Si vous êtes indépendant, toujours concernant vos cotisations sociales, il faut savoir que l'échéance du 20 mars n'a pas été prélevée et celle du 5 avril ne sera pas prélevée non plus. Il est possible de demander des délais de paiement, mais également de revoir ou de moduler les cotisations sociales. Si, admettons, vous estimez vos revenus 2020 et vous estimez qu'ils seront inférieurs à 2018 ou à 2019, pensez à vous rendre sur vos sites d'URSSAF, donc sur votre compte l'URSSAF des indépendants, ou bien pour les professions libérales sur le site de l'URSSAF dans les rubriques déclarer une situation exceptionnelle. Ainsi, vous pourrez demander des reports de paiement, sachant qu'aucun retard ni majoration ne seront ni pénalité, pardon, ne seront imputés aux entreprises du fait du Covid-19. Donc, pensez à vous rendre sur vos espaces personnels, pensez à faire ces demandes-là, elles seront acceptées automatiquement. Il y a également une autre aide dont on entend peu parler. Il s'agit… Alors, est-ce qu'on l'a… Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais, Marc Alquier, Point commun vidéo service, je voulais poser une question sur l'URSSAF. Je les ai joints par téléphone, ils m'ont demandé sur leur interface de poser un courrier, chose que j'ai faite, hein, mais il n'y a pas, voilà, pour être clair, il y a eu 0 retour depuis une semaine, quoi. Vous avez fait la modulation directement ou le report directement dans mon compte? Non, voilà, ça j'ai pas fait. Parce qu'ils m'ont dit de faire une demande, de leur faire un mail. J'ai fait la demande et voilà, pas plus. OK. Et je vous ai entendu dire là pour le 5 avril qu'il n'y aurait pas de prélèvement. C'est valable pour les cotisations trimestrielles aussi? Oui.
D'accord, Oui, donc il n'y aura pas de prélèvement sur… non, les bon, prélèvements sont reportés et il n'y aura pas de prélèvement. Pensez, si même, vous, par contre, si vous voulez moduler vos cotisations, pensez à vous connecter à vos espaces Mon Compte sur l'URSSAF des indépendants, parce que vraiment, vous avez la possibilité de stopper, de reporter ou de moduler vos revenus et ainsi faire varier vos cotisations sociales. Ça se fait de façon automatique et ils sont assez réactifs. ok, merci beaucoup. Avec plaisir. On Autre point, avait une petite oui. question qui a été posée entre-temps, Anaël. Un indépendant qui est en garde de ses enfants et donc en arrêt maladie jusqu'au 4 avril et en suivant doit poser ses congés. Si ces derniers n'a pas de congé, comment cela se passe-t-il? Il est indépendant, donc il n'a pas de congé à poser. C'est ça. Est-ce que la personne, Madame Blanc, peut amener peut-être un complément d'information en activant le Est-ce micro? que vous, est-ce que vous êtes salarié ou indépendant? Si c'est un indépendant, en effet, il n'y a pas de congé payé, vous ne bénéficiez pas de congé payé. Non, il n'y a pas de congé effectivement car indépendant. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas eu de précision particulière pour le cas des indépendants, malheureusement. Ils n'ont pas communiqué dessus. Peut-être refaites une demande d'arrêt de travail lié à la garde des enfants, surtout si le confinement est prolongé, ça se justifiera. Maintenant, s'il ne vous l'accorde pas, vous pourrez bénéficier par contre des autres aides qui ont été mises à disposition par l'État. Ok. Je te laisse poursuivre. Alors, il y a également une autre aide dont on entend peu parler. Il s'agit de l'action sociale. Alors, le Conseil de la protection sociale des indépendants propose également des aides aux indépendants dont l'activité est impactée par la crise du coronavirus. Donc, qui sont concernés? Il s'agit de tous les travailleurs indépendants qui sont affiliés à l'URSSAF. Donc, tout le monde peut bénéficier de cette aide à la condition d'avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis son installation, d'avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 et bien entendu d'être impacté de façon significative à cause de cette crise sanitaire. Donc, il vous suffit de faire une demande via un formulaire Action sociale Covid-19. C'est un formulaire où il faut remplir un peu les mêmes éléments que pour le fonds social du gouvernement. Ensuite, il vous faudra l'envoyer par mail à l'URSSAF, suivant la région à laquelle vous appartenez, vous avez un mail qui est dédié. Du coup, vous déposez le formulaire et cette aide-là prend deux formes, soit une subvention exceptionnelle, soit la prise en charge directe des cotisations sociales. Il faut savoir que c'est un budget qui est alloué à ce Conseil de la protection sociale des indépendants. On n'a aucune information sur le montant qu'ils peuvent octroyer, ni le montant des cotisations qu'ils peuvent payer, mais on vous encourage vraiment à remplir ce formulaire. Il vaut mieux en remplir plus que pas assez, j'ai envie de dire. Donc, si vous pouviez y avoir droit, eh bien, remplissez-le. Vous allez ensuite être contacté par un agent de l'URSSAF qui peut-être vous demandera quelques précisions sur votre activité ou sur les chiffres que vous aurez renseignés. Et ensuite, vous aurez une réponse de l'URSSAF. Par contre, il n'y aura aucun recours possible en cas de refus, malheureusement. Mais il faut savoir que cette aide-là existe et vient s'additionner, bien entendu, aux autres aides que l'on a vues précédemment. Dernier point, vous avez la possibilité en tant qu'employeur d'imposer également des jours de congés payés à vos salariés. Donc, il y a un texte qui est paru le 25 mars 2020 et qui permet du coup aux employeurs d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de congés payés posées à ses salariés sous réserve que ce dernier, attention, dispose d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Le nombre de jours de congé imposés est de 6 jours ouvrables et il faut également respecter un délai de prévenance d'au moins un jour
Alors, ce texte du 25 mars permet également de modifier sous préavis d'un jour franc également les journées de repos acquises par les salariés au titre de jours de RTT. Ou également la prise de jours déposés dans des comptes épargne-temps. Là, il n'y a pas d'accord de branche ou d'accord d'entreprise qui sont nécessaires pour imposer cela. Et le nombre de jours de repos imposés ne doit pas dépasser 10. Donc, si on fait le cumul congés payés et jours de repos, on arrive à 16 jours qui peuvent être imposés. Il y a également certaines dispositions qui ont été modifiées, notamment concernant la durée quotidienne maximale du travail. On sait qu'elle a été modifiée. Notamment, elle est passée uniquement, bien entendu, sur les secteurs qui sont jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation. Donc, ça ne va concerner que ces secteurs-là. Du coup, la durée quotidienne maximale du travail a été portée jusqu'à 12 heures. Également, la durée du repos quotidien a été réduite jusqu'à 9 heures consécutives. La durée hebdomadaire maximale est portée à 60 heures et la durée moyenne sur une période de 12 semaines consécutives a été portée à 48 heures. Alors attention, donc comme on le dit, cela ne peut s'appliquer que dans les secteurs particuliers prévus par le décret et ces effets-là arrêteront de fonctionner à partir du 31 décembre 2020. Donc, c'est vraiment une disposition qui est temporaire pour les entreprises et pour justement pallier à cette crise. Donc, j'en ai fini pour les différents points que je souhaitais aborder. N'hésitez pas ensuite à poser vos questions ou à nous contacter si vous avez des questions particulières vous concernant. De toute façon, voilà, la présentation sera remise. Il y a le contact mail. On peut aussi faire le lien si besoin. Moi, j'avais éventuellement aussi d'autres questions. J'aurais pu passer l'après-midi à en poser un de toute façon. Donc, j'avais une question sur le risque de contrôle a posteriori. Comment ça peut s'opérer par rapport au chômage partiel, notamment on voit parfois des conseils du genre, voilà, il faut pas nacher entre du congé payé, de la RTT, du chômage partiel et pas systématiquement envoyé en chômage partiel. Est-ce qu'il y a une notion de seuil au-delà duquel on pourrait éveiller la vigilance des organismes de surveillance de la directe ou autre? Il faut vraiment regarder, je vous invite à vraiment reprendre cet arbre de décision-là. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est est-ce que vous avez vraiment subi une baisse d'activité. Donc, dans le cas où vos salariés ne peuvent pas faire de télétravail, dans la mesure où vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure d'assurer les conditions de sécurité sanitaire pour vos salariés, ou même si c'est le cas, mais que vous avez subi une baisse d'activité, que vous êtes en mesure de justifier cette baisse d'activité-là, vous aurez droit au chômage partiel. Sachant que vous avez bien sûr la possibilité d'appliquer le chômage partiel. Admettons que vous avez plusieurs salariés avec des activités et des postes différents. Vous avez la possibilité d'appliquer un chômage partiel différent en fonction des salariés, en fonction de leur poste. En fait, tout va dépendre de la justification de votre baisse d'activité. Si vous arrivez à le justifier de façon raisonnable et claire, il n'y a aucun doute sur l'octroi de ce chômage partiel. Ok. Et une dernière question peut-être de mon côté. Vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, aujourd'hui, les sollicitations que vous avez majoritairement de la part des entreprises, c'est sur quelle typologie de demande? C'est sur du prévisionnel, du plan de trésorerie? Comment vous êtes sollicité par les entreprises et sur quel type de demande particulière? Alors, ça va toucher un peu tous les aspects, que ce soit déjà au niveau social, donc pour la mise en place de l'activité partielle, également au niveau des arrêts de travail, etc. Donc, on est beaucoup sollicité au niveau du pôle social. Au niveau de la compta, on est pas mal sollicité concernant les aides pour savoir est-ce que j'ai droit ou pas, à quelle aide est-ce que j'ai droit, est-ce que ma société rentre dans les critères ou pas. Et également, le troisième volet, ça touche vraiment les financements au niveau des prêts qui sont garantis par l'État. Car c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont demandés parce que
les banques ont besoin de monter un dossier assez complet pour pouvoir en bénéficier, enfin, pour que l'entreprise puisse en bénéficier. Et ça demande notamment de construire des plans de trésorerie sur un an qui des fois peuvent demander un peu de temps de travail parce qu'il faut pouvoir simuler, faire des prévisions sur un an. Et c'est vrai que faire des prévisions hypothétiques, sachant qu'on ne sait même pas quand est-ce que le confinement va se terminer, c'est assez délicat. On est beaucoup sollicité à ce niveau-là, faire des attestations pour les entreprises afin d'accélérer vraiment l'octroi de ces prêts de trésorerie. On comprend bien la chaîne d'acteurs qu'il y a entre l'entreprise, son comptable, les guichets de financement. Ok, c'est très clair. Je crois que quelqu'un a allumé son micro. Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui, j'ai une question au sujet des salariés qui exercent leur droit de retrait. Quelle est leur position par l'entreprise? Alors, pour les salariés qui exercent leur droit de retrait, pareil, si la société ne peut pas justifier qu'elle a mis suffisamment en place les mesures sanitaires de protection pour ses salariés, le salarié a le droit d'utiliser son droit de retrait et il a tout à fait le droit. Donc, il est en arrêt de travail, du coup, il est en chômage partiel. Parfait. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Il y a eu des compléments par rapport à la question que j'avais posée tout à l'heure sur les 16% que l'entreprise pourrait verser en plus pour compléter le chômage partiel. Apparemment, il y a eu, et je crois que j'avais vu quelque chose aussi dans ce sens-là, comme quoi il y aurait une exonération de charges sur ce complément versé par l'entreprise. Alors, il y a quelques sources qui sont indiquées dans le chat, donc je vous laisse regarder. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à allumer vos micros. On a encore un petit peu de temps. Et puis, si personne ne se manifeste, je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, merci beaucoup, Anaëlle, parce que je pense que c'était très clair, très explicite. En plus, la promotion pour le webinaire de vendredi a été bien assurée, donc c'est impeccable. Donc voilà, merci de ta réactivité pour cet atelier. Merci à toi et à Olivier. Et puis, on fera le lien s'il y a besoin de faire le lien avec vous. Les gens remercient tout le monde. C'est parfait. Et merci à vous. Voilà, on mettra les supports comme je l'ai expliqué. On vous enverra les liens et vous trouverez les liens pour les supports pour le webinaire et pour le support de présentation. Ainsi éventuellement le document qui a été mis sur le chat par Valérie Villot qui concerne la partie chômage partiel et la demande d'aide. Voilà, je vous remercie à tous. Anaëlle, merci. Avec plaisir. Et pour ceux qui se sont inscrits, je vous dis à vendredi. Très bonne journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci.